Bien, bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous parler d'un tremblement de terre qui a fait beaucoup de bruit dans tous les sens du terme et puis qui va en faire encore sans doute pas mal dans les années à venir et qui s'est produit donc le 11 novembre 2019. Donc, dans la vallée du Rhône, en bordure de la vallée du Rhône, sur le contrefort du plateau de l'Ardèche, donc comme l'a dit Jean-Luc, près du village du Teil, on est tout près de Montélimar. Je vais vous localiser ça. Donc, vous avez là une belle image du terrain où on est allé effectivement une journée et demie, on va dire, après le séisme. Pour les amateurs là, qui sort du nuage, c'est le mont Ventoux. On voit, on regarde là vers le sud-est. Bon, comme on ne m'a pas demandé de vous parler de vélo, je ne vais pas vous parler plus longtemps du mont Ventoux. Et on va passer aux affaires sur ce séisme, donc, qui est vraiment un séisme assez emblématique dans le sens où il beaucoup de travail aux scientifiques, on a récolté énormément de données. Alors, je vais vous parler d'un tas de choses. Si ça dure trop longtemps, Jean-Luc, à un moment, tu me le dis, et je conclurai rapidement. Je n'ai pas prévu un exposé trop long, mais si ça déborde trop par rapport à ce que vous avez envisagé, n'hésite pas à m'interrompre. Alors, bon, voilà la géographie de la zone. Vous avez là une image satellitale, Grenoble, Montélimar, Montpellier, Marseille. Donc le séisme a eu lieu ici, juste à côté de Montélimar. La secousse a été très fortement ressentie sur place, vous le verrez, avec les images que je vais vous montrer. Elle a été ressentie jusqu'à Grenoble, à Montpellier, et donc à plus d'une centaine de kilomètres de distance. Heureusement, il n'y a pas eu un grand nombre de victimes, aucun à déplorer. Quand on voit l'état des maisons, en particulier dans le quartier de la Rouvière, au Teil, on peut dire qu'on a eu beaucoup de chance quand même, parce qu'on est quand même passé pas loin de la catastrophe pour pas mal de personnes. Par contre, il y a eu de gros dégâts matériels, 900 bâtiments endommagés, dont la plupart saisis de ce que l'administration. Alors, un arrêt de péril, ça veut dire qu'on ne peut plus rentrer dans le bâtiment. C'est-à-dire que les gens, du moment à midi, ils étaient dehors. Le séisme a eu lieu à 11h moins 10. À midi, ils étaient dehors et à 1h de l'après-midi, ils n'avaient plus le droit de rentrer dans leur maison, grosso modo. Bon, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien en France. Ça. Ce qui a été ressenti par la population sur le moment, au-delà des vibrations, dont je vais vous donner un petit peu le détail, c'est un énorme bruit. Mais alors un bruit considérable, absolument assourdissant, très ponctuel, qui n'a pas duré, mais beaucoup de gens pensaient à des explosions, des attentats. Enfin bon, il y a eu un peu de... Mais le bruit, c'est vraiment, nous, quand on est arrivé sur le terrain, c'est la première chose dont les gens nous ont parlé. Le bruit, l'explosion que ça avait produit. Alors, voilà la zone un petit peu plus en détail. Voilà, donc la ville de Montélimar, vous voyez l'extension urbaine que vous reconnaissez ici avec les quartiers, etc. L'épicentre du tremblement de terre, je vais en dire un mot parce qu'on à le localiser quand même, mais il est par ici, près du village du Teil, qui se trouve de l'autre côté du Rhône, que vous avez ici, que vous connaissez bien sur l'image. Alors, assez rapidement, maintenant, les organismes en charge de la gestion des tremblements de terre, en particulier le réseau national de surveillance sismique qui est à Strasbourg, le laboratoire de détection géophysique du CEA qui est à Bruyères-le-Châtel, donne les caractéristiques du tremblement de terre, en particulier sa magnitude. Donc, comme souvent, il y a plusieurs magnitudes qui sont données parce qu'il y a plusieurs types de magnitudes. Les magnitudes locales qui ont été données entre 5,2 et 5,4 et puis les magnitudes de moment qui a été calculé rapidement à 4,9. Alors ça déjà, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est le séisme le plus fort que l'on ait enregistré en termes de magnitude, c'est-à-dire en termes, non pas en termes de mouvement du sol, mais en termes d'énergie émise au foyer du séisme. C'est le séisme le plus fort qui a été enregistré en France depuis celui d'Arête, que dont les anciens se souviennent peut-être, 1967, dans les Pyrénées. Donc, c'est le plus fort depuis le séisme d'Arête. Alors, l'épicentre, il se trouve quelque part localisé assez rapidement à l'ouest du Teil, mais avec une grande divergence suivant les organismes. Grosso modo, voilà, il était localisé à peu près par là, on va dire. Ce qui est très imprécis en France, où on arrive à des localisations qui, normalement, sont précises, on va dire, au kilomètre près, dans la demi-heure
qui suit le séisme. Autre chose, autre point très, comment je vais dire, très particulier, exceptionnel, hein, ce côté. Alors, on va voir que le séisme, il a des côtés exceptionnels et puis des côtés tout à fait standards. Donc, autre point exceptionnel, très, très superficiel, un foyer très superficiel, qui a été vu assez rapidement entre 1 et 3 km de profondeur. Alors, ça sort un peu de la norme parce que la plupart des séismes qui ont lieu en France et d'ailleurs dans le monde sont situés en général plus bas que 5 km. Entre 5 et 15, on va dire, c'est là qu'on a l'énorme majorité des séismes superficiels. Alors, ça arrive quand même régulièrement qu'il y ait des séismes moins profonds, 4 km, 1 km, 3 km, on va dire 1 km, c'était quand même rare. Mais c'était considéré comme étant vraiment la fourchette haute, et maintenant, elle a été confirmée, et le séisme est bien 1 km, voire de profondeur, voire même peut-être un peu moins. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le bruit extrêmement puissant qui a été entendu par les habitants, parce que les vibrations de haute fréquence émises par le tremblement de terre, par tous les tremblements de terre, sont dans la gamme audible de l'oreille humaine. Elles correspondent aux basses fréquences que nous, on est capable d'entendre. Et normalement, ces hautes fréquences, elles sont absorbées le long du trajet des ondes sismiques. Donc, quand le séisme a lieu à 10 km de profondeur, ces ondes de haute fréquence, elles sont absorbées durant le trajet, elles sont accommodées, et elles n'arrivent pas en surface. Donc, on n'entend pas les tremblements de terre profonds, alors qu'on entend les tremblements de terre superficiels, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur magnitude. La magnitude n'a rien à voir là-dedans. C'est seulement une question de distance qui sépare la zone de rupture de la surface qui va rentrer en jeu. Bon, le bruit n'est quand même pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, voilà quelques images de la zone du Teil. Hein. Donc, vous avez en haut à gauche là, une maison complètement effondrée. Alors, le Teil se situe ici, vous avez le Rhône qui est là, et la zone qui a beaucoup souffert au niveau du Teil, elle se trouve grosso modo dans cette zone-là, sur la partie sud du Teil. Là, on regarde vers l'ouest. Donc, des maisons complètement effondrées, de très nombreuses maisons fortement fissurées. Hein. Donc, quand vous avez quelque chose comme ça sur un mur porteur, par exemple, il est peu probable que les gens soient autorisés à rentrer chez eux parce qu'il y a un risque d'effondrement d'un bâtiment en construction, d'une qualité de construction moyenne, avec le poids du toit et un décellement ici des murs porteurs, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Vous avez ici le toit de l'église hein, qui s'est en grande partie effondré. Vous voyez l'intérieur avec tout le bazar que ça représente. Vous devez avoir ce truc-là d'ailleurs. Hein, voilà. Tout le bazar que ça représente sur le plancher. De nombreuses maisons individuelles, les gens nous ont fait visiter un peu ça. Bon, on voit que ça a été fortement, fortement secoué, beaucoup d'éléments décellés. Alors aussi, on est dans une zone où on a beaucoup de vieux bâtiments, de maisons qui datent du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, qui ne sont évidemment absolument pas construits dans des normes parasismiques, qui sont construits avec des maçonneries très, très rudimentaires. Hein. Alors, évidemment, il n'y a pas de chaînage, mais les ciments qui sont utilisés sont plutôt des mortiers qui sont destinés plutôt à caler les pierres qu'à les coller les unes aux autres. Donc, bon, évidemment, ce ne sont pas de très bonnes maçonneries, mais enfin, pour les gens qui se promènent sur le terrain comme nous on fait, on se dit que quand même, il y a une énorme partie des habitations individuelles en France, en Italie, en Grèce, enfin partout, en Espagne, en Europe en général, qui sont construites de cette façon-là, qui ne sont pas mieux construites que ça. Alors, la secousse, elle a duré autour de 4 secondes. Vous avez ici une carte qui vous représente, vous reconnaissez la vallée du Rhône, grosso modo, ici. Vous avez les villes qui vous localisent la géographie. Et puis, les couleurs qui sont inscrites ici représentent une moyenne des accélérations que le sol a pu supporter, hein, entre 0,05 et 0,1 G, c'est-à-dire jusqu'à 10% de la valeur de l'accélération de la pesanteur dans la zone épicentrale, ce qui est en rouge ici. Alors, c'est déjà fort, c'est même très fort, c'est pour ça qu'il y a eu des dégâts. Hein. Alors, on n'est pas dans le cadre des très gros séismes où l'accélération du sol va pouvoir approcher la valeur de l'accélération de la pesanteur
sur des centaines de kilomètres carrés, bien évidemment, mais quand même 10% de la valeur de l'accélération de la pesanteur, c'est déjà un séisme qui produit un fort mouvement du sol. Alors en fait, on a, bon ça je ne vous en parlerai pas parce que c'est un peu ponctuel, mais on a des collègues de Grenoble qui ont travaillé précisément sur un certain nombre de bâtiments, en particulier dans le cimetière. Alors pourquoi le cimetière? Parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans le cimetière de la Rouvière, et dans le cimetière, on a une idée à peu près correcte de l'état des pierres tombales, de tous les monuments funéraires avant le tremblement de terre. Et quand on vient après le tremblement de terre, on peut reconstituer les déplacements de ces pierres en considérant qu'on a une bonne connaissance a priori de leur état initial. Connaissant l'agencement des pierres, leur poids, etc., on peut modéliser le mouvement du sol, et ils ont montré qu'il y a une zone très ponctuelle au niveau du cimetière de la Rouvière qui est située sur une butte où l'accélération de la pesanteur a dépassé la valeur de 1G. Alors évidemment, c'est très ponctuel, mais c'est quand même exceptionnel pour un séisme de cette magnitude-là, et c'est essentiellement dû au fait que la zone de rupture est très superficielle et que, comme pour le bruit, une grande partie de l'énergie n'a pas été atténuée avant d'atteindre la surface. Et dans le cimetière de la Rouvière, on a eu un effet de site en plus important qui a amplifié les ondes et qui a fait que ça a dépassé la valeur de l'accélération de la pesanteur. Alors, des séismes de magnitude 5 ou proche de 5, on en connaît quand même pas mal en France. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je vous ai remis ici la carte de sismicité de la France. Les ronds représentent les épicentres des séismes et les couleurs représentent la profondeur. En gros, plus c'est rouge, plus c'est superficiel, plus c'est bleu, violet, plus c'est profond. Vous voyez, ça s'étale entre 0 et 40 km pour l'essentiel de la sismicité. Et puis, je vous ai mis les magnitudes d'un certain nombre d'événements significatifs. Donc, le séisme d'Arête, ici, avec une magnitude de 5,2, le séisme de La Rochelle en 72 avec une magnitude de 5, le séisme d'Hennebont en 2002 avec une magnitude de 4,3, celui de Saint-Dié dans les Vosges avec une magnitude de 4,9 en 2003, celui d'Épagny près d'Annecy avec une magnitude de 4,9 dans les Alpes en 96, deux séismes à Barcelonnette, j'en ai mis qu'un ici de magnitude proche de 5 en 2014, le gros séisme ligure qui s'est produit en mer en 1963 avec une magnitude de 6, mais qui avait été ressenti à terre, mais il était assez loin en mer quand même. Et puis les séismes d'Ajaccio en Corse en 2011 qui ont atteint aussi une magnitude de 5. Alors, ce n'est pas exceptionnel quand même, hein, un séisme de magnitude 4,9, 5 en France. Encore une fois, ça fait partie des choses classiques. Vous voyez, tous les 5 ans, 10 ans maximum, on a ce type de tremblement de terre. Ce qui va considérablement changé avec le séisme du Teil, c'est qu'il s'est produit très, très proche de la surface, à 1 km de profondeur, alors que la plupart des séismes qui sont listés ici, sauf celui d'Épagny qui s'était produit à 2,5 km de profondeur, mais la plupart de ces autres séismes se sont produits plus profonds, entre 5 et 10 km. Alors, juste après le tremblement de terre qui a eu lieu le 11 novembre, il y a eu un effort particulier de la communauté scientifique pour se dire, c'est-à-dire que tout le monde sentait qu'il y avait quand même un événement, vu le niveau de la secousse, il y avait un événement assez exceptionnel. Donc, les sismologues sont partis très vite sur le terrain installer des capteurs. Hein. Je crois qu'on a eu un peu plus d'une quarantaine de capteurs installés en 4 jours, mais ils sont partis l'après-midi même. Hein, les premiers capteurs étaient installés à 17h, le séisme a eu lieu à 11h du matin. Hein, donc, vous avez des collègues là sur le terrain en train d'enregistrer. L'objectif étant toujours, bien sûr, d'enregistrer les répliques qui ont été produites par ce tremblement de terre. Alors, vous avez ici un enregistrement du choc principal avec des stations qui ont saturé, qui étaient situées. La première station, malheureusement, était située à plus de 25 km. Mais les vélocimètres, de toute façon, étaient saturés. Alors voilà ici une carte, vous reconnaissez Montélimar, ici la zone du Teil, en rouge c'est des failles, on va y revenir tout à l'heure. Tous les petits points de couleur que vous avez là, c'est des stations qui ont été installées dans les quelques jours qui ont suivi, de façon à enregistrer les répliques. Vous savez pas, mais les répliques, c'est d'une très très grande richesse pour l'analyse sismologique d'un tremblement de terre, parce qu'elles correspondent
le plus souvent au réajustement sur le plan de faille qui a fonctionné pendant le choc principal. Donc la localisation de ces répliques va permettre d'obtenir une image assez précise du plan de faille qui a produit le choc principal du séisme. Et puis ça peut activer aussi des failles voisines, donc ça apporte tout un ensemble d'informations sur la tectonique et de la zone. Alors, quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que le séisme a été vexé qu'on s'intéresse à lui de façon aussi proche? On ne sait pas. En tout cas, très peu de répliques. Alors, on avait mis beaucoup de capteurs et comme la nature est contrariante, eh bien, ce séisme a, autre point particulier, produit très peu de répliques. Donc, vous avez ici un travail qui a été fait ici par Maxime Godano à GeoAzur, qui vous montre le nombre de répliques qui sont enregistrées dans les jours qui ont suivi dans les heures pardon, qui ont suivi le tremblement de terre. Alors, dans un cas normal, ici, vous voyez, là, le tremblement de terre a eu lieu, c'est le groupe que vous avez là, et puis dans un cas normal, vous avez plein de répliques. Et bien là, il n'y a rien. Au total, sur la quinzaine de jours qui a suivi le tremblement de terre, on a réussi à identifier avec beaucoup de mal une centaine de répliques. Par comparaison, le tremblement de terre d'Epany en 1996, qui avait été un petit peu moins bien instrumenté, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu moins de capteurs sur le terrain, on a enregistré dans les 15 jours qui ont suivi le séisme plus de 800 répliques, 8 fois plus. Bon, voilà, c'est une particularité qu'il faudra étudier. Donc là, vous avez 5-6 répliques localisées sur le terrain. Vous reconnaissez le Rhône, là, sur la carte. La ville d'Utheil est ici. L'épicentre du choc principal se trouve là. Puis là, c'est quelques répliques qui ont suivi dans leur localisation précoce. Bon, enfin, un gros réseau, mais il y avait plus de stations sur le terrain que de répliques à enregistrer. Pas de chance. Alors ensuite, donc on est une équipe de géologues à être partis sur le terrain et des collègues de Paris, de Montpellier et de Grenoble, juste après le séisme pour... alors je vais vous expliquer pourquoi on s'est vraiment précipité pour essayer de voir des modifications. Alors ici, on est tout près de la zone épicentrale. Bon, vous voyez, il y a eu des détachements de blocs sur le chemin, etc. Bon, il faut savoir que le talus, là, était déjà en très, très mauvais état avant le tremblement de terre. Le tremblement de terre n'a fait que faire tomber ces quelques gros blocs que vous avez ici. Il n'a rien fait de plus. Enfin, disons que tout cet arrachement que vous avez ici n'est pas lié au séisme d'Utheil. Alors, dans les analyses rapides qui sont faites juste après le séisme, dans les quelques heures, il y a aussi la détermination de ce qu'on appelle le mécanisme au foyer. Donc, ces petits ballons que vous voyez représentés ici, il y en a plusieurs parce qu'ils ont été calculés, déterminés par plusieurs instituts. Donc, vous voyez les noms, l'IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris, vous avez GeoAzur, OCA, vous avez les Italiens ici, les Allemands ici. Enfin, bon, tout le monde s'intéresse à partir des réseaux à travailler sur ce type de séisme. Et donc, ces mécanismes au foyer, ils permettent de déterminer le type de mouvement qui se produit sur la faille. Bon, vous devez vous rappeler que sur les failles, on a en gros 3 types de mouvements principaux, des mouvements en faille inverse, des mouvements en faille normale et des mouvements en décrochement. Et la symbolisation de ce type de ballon montre que les collègues qui ont travaillé sur la détermination du mécanisme au foyer ont mis en évidence un mouvement en faille inverse dans cette zone. Alors, ce qui a été fait dans l'après-midi même du séisme, là, ça a vraiment été en un temps record. C'est une modélisation INSAR des déplacements du sol. Alors, INSAR, INSAR, ça veut dire que c'est la compaction de ce qu'on va appeler l'interférométrie radar. Alors, l'interférométrie radar, c'est une méthode qui est mise en place à partir de l'utilisation d'images radar prises par les satellites qui vont permettre, avec 2 passages successifs par les satellites, par des satellites radars, de reconstituer un relief différentiel. C'est-à-dire que si entre les 2 passages successifs du satellite, il y a une modification de la topographie de la zone, on va pouvoir déterminer cette modification.
Alors, comment ça se passe? Ben, vous avez, suivant ce qui vous est indiqué sur la petite image ici, vous avez un satellite qui passe une fois au-dessus de la zone, il prend une image, et puis un satellite qui passe une deuxième fois au-dessus de la zone après le tremblement de terre, il reprend une image, et en faisant ce qu'on appelle une soustraction de ces deux images, eh bien, on va pouvoir voir les différences de topographie. Alors, avec quelle résolution? Avec une résolution de l'ordre de 3 cm. Donc, c'est une technique qui est extrêmement précise. Par contre, malheureusement, elle ne marche pas c'est-à-dire qu'il faut des conditions particulières pour que ça puisse bien fonctionner. Ça ne marche pas tout le temps. C'est assez complexe. Alors, les résultats, c'est ce qui vous est représenté. C'est ce qui vous est représenté sur cette zone-là. Ce sont les zones en couleur bleue et rouge où on a pu déterminer qu'il y avait un mouvement supérieur à 3 cm. Alors, ce mouvement, il va être déterminé dans la direction de visée du satellite, c'est-à-dire essentiellement suivant l'axe vertical. Donc, on va pouvoir déterminer, suivant l'axe vertical, un mouvement d'abaissement par rapport au satellite, donc d'abaissement de la surface topographique, ou un mouvement de surection de la surface topographique. Alors, en gros, toute la zone, bon, vous reconnaissez le Rhône, hein, ici, le village du Teil se trouve ici, et puis vous voyez que toute la zone qui a bougé, elle se trouve concentrée ici, à l'ouest du Teil, au sud-ouest du Teil, donc dans la zone où, effectivement, on supposait la position des épicentres. Alors, en gros, tout ce qui est en bleu, ça s'est affaissé de 4-5 cm, et tout ce qui est en rouge, ici, ça s'est soulevé d'une dizaine de centimètres. Alors, vous avez un profil topographique qui vous a été fait ici. Alors, ce n'est pas un profil topographique, c'est un profil des mouvements, c'est-à-dire un profil de la modification de la topographie. Vous avez le zéro qui est placé ici, et puis vous voyez le profil. Donc, globalement, toute cette zone-là, elle s'est abaissée avec un pic autour de 5-6 cm, et puis toute cette zone-là, elle s'est soulevée avec un pic, vous voyez, assez localisé autour d'une dizaine de centimètres. Alors, ça, c'était évidemment quelque chose de très intéressant pour nous. Et puis, le deuxième point, ce qu'on a vu tout de suite sur l'image radar, c'est qu'on avait une limite qui était très, très nette entre les deux compartiments. Le plus souvent, la limite, elle est assez diffuse entre les deux compartiments. Elle va s'étaler sur plusieurs centaines de mètres. Or là, quand on a vu cette limite très nette, qu'on a su que effectivement le foyer était à 1 km de profondeur, on s'est dit, là, on a peut-être une arrivée de la rupture qui s'est propagée le long du plan de faille jusqu'à la surface. Ce qui arrive en général lors des gros tremblements de terre, mais très rarement lors des tremblements de terre moyens. Donc on s'est dit, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain et il faut se servir de la cartographie ici de cette zone pour aller voir à l'interface ici entre la zone qui s'affaisse et la zone qui se soulève si on ne voit pas des ruptures de surface. Donc les ruptures de surface lors des tremblements de terre, on les connaît, hein, pour les gros tremblements de terre, la Norcia en Italie, magnitude 6,5, vous voyez la marche qu'il y a là avant le tremblement de terre, elle n'existait pas, cette marche qui fait près de 2 mètres de haut. Elle s'est produite, le bloc qui est ici à droite, sur lequel vous voyez mes collègues, là, il s'est affaissé pendant le tremblement de terre, en quelques secondes. Donc ça, c'est une rupture de surface, évidemment, de taille exceptionnelle. Vous avez ici un séisme qui s'est produit avec une vue d'hélicoptère sur des rizières qui s'est produit en 1990 aux Philippines. Vous voyez là aussi une rupture de surface, on dirait un coup de couteau, hein, avec un décalage des murets de rizières. Hein, le décalage des murets ici a atteint 5 mètres en certains endroits. Donc, c'est le jeu d'une faille, dans ce cas, est décrochante. Hein, c'est un mouvement de coulissement essentiellement horizontal. Et là, est un mouvement en faille normale avec un effondrement du bloc qui se situe à droite. Donc, lors des gros tremblements de terre, Norcia magnitude 6,5, à Luzon ici aux Philippines magnitude 7,4, c'est pas rare que même avec un foyer à 10, 12, 15 km de profondeur, on ait une rupture qui arrive en surface. Tremblement de terre de magnitude 5, c'est beaucoup plus rare. Alors, en France, c'est beaucoup plus rare parce qu'on a un faible taux de déformation et on a des magnitudes qui sont au plus modérées, avec des foyers de tremblement de terre qui sont localisés entre 5 et 20 km de profondeur. Donc, ce qui se passe le plus souvent lorsqu'on a un tremblement de terre, c'est ce que je vous ai représenté sur le schéma ici. Vous avez une surface topographique représentée ici en gris, en profondeur ici sous la surface topographique, la présence d'une faille. Les failles géologiques, comme on en connaît tous, comme elles sont cartées
sur les cartes géologiques. Puis quand vous vous baladez dans la nature, souvent vous croisez des failles, vous pouvez les voir ou pas les voir, suivant qu'on a un escarpement à cette faille, voire éventuellement un plan de faille strié. Bon, quelquefois on voit ça. Lors d'un tremblement de terre, le plus souvent on n'a qu'une portion de la faille qui va être activée, la petite surface que j'ai indiquée ici en rouge. Et cette portion activée, elle prend naissance, la rupture sismique, elle prend naissance au foyer du tremblement de terre. Comme le foyer du tremblement de terre, en général, il est situé à plus de 5 km de profondeur, et que les tremblements de terre qu'on a en France sont de magnitude modérée, c'est-à-dire que la zone de rupture va avoir une petite surface. Par exemple, ici, j'ai mis 4 km dans cette dimension et puis 4 km dans cette dimension. 16 km², c'est à peu près ce qui fait un séisme de magnitude 5. Plus la magnitude est importante, plus la surface de faille activée va être grande. C'est-à-dire plus mon carré rouge ici serait important. Donc, un séisme modéré, faible surface de faille activée, plus une profondeur à 5 km, vous voyez ce qu'on a là, la zone de rupture, elle n'arrive pas en surface. On ne la voit pas. C'est donc le cas général que l'on va avoir en France. Alors, si vous j'ai pas, normalement j'ai un petit truc là, ouais bon, il fait les deux en même temps, c'est pas grave. La situation dans laquelle on s'est trouvé ici, c'est qu'on a un séisme modéré dans le cas du Teil, mais avec une profondeur de rupture très faible, on est autour de 1 km, et cette faille qui fait 4 km par 4 km, si elle s'initie à 1 km de profondeur, et que l'essentiel de la rupture part vers le haut, eh bien, elle va arriver en surface. Donc, vous voyez qu'il faut des conditions tout à fait particulières pour qu'on puisse observer les ruptures de surface de tremblements de terre de magnitude modérée. Donc, on est parti sur le terrain avec ces idées-là en tête. Évidemment, l'image interférométrique, on l'avait travaillée avant, donc vous retrouvez la même image que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis, en regardant d'un peu plus près, on avait vu que sur la carte géologique, voilà la carte géologique du Teil, alors ce sont des terrains sédimentaires que l'on a là, essentiellement d'âge crétacé, avec un petit peu d'oligocène en orange ici. Ce sont des séries calcaires et marno-calcaires, et ces séries, elles sont parcourues par des failles. Et on avait tout de suite vu que le long de la zone qui semblait correspondre à la rupture vue sur l'INSAR, eh bien, on avait une faille, effectivement, qui s'appelle la faille de la Rouvière. La Rouvière, c'est le petit quartier du Teil qui se trouve ici. Donc, on s'est dit, il faut suivre cette faille-là. Et effectivement, en suivant cette faille-là, on a eu pas mal de chance. On est tombé très rapidement sur un premier indice de rupture que vous voyez là sur la route. Vous l'avez ici, voilà. Alors évidemment, quand on ne cherche pas une rupture sismique exactement au bon endroit, on voit ça, on dit oui, bon, ok, les ponts et chaussées ont mal travaillé, il y a un trou dans la route, mais non, c'est bien une rupture sismique avec un soulèvement du bloc que vous voyez ici, qui est soulevé de 5 cm par rapport au bloc que vous avez ici. Donc évidemment, on s'est dit tout de suite, tiens, ça, c'est du bon côté, c'est le compartiment sud qui est soulevé, c'est ce que voit l'INSAR, qui voit le compartiment qui est au sud de la faille ici qui s'est soulevée. C'est un mécanisme en faille inverse, donc c'est logique qu'on ait un soulèvement par rapport à une faille qui doit avoir un pendage à ce moment-là vers le sud-est. Alors, on a suivi, on a vu beaucoup d'autres indices, je vais vous les passer rapidement, des choses quelquefois extrêmement fines, comme ce que vous avez ici au doigt des collègues, ce sont vraiment de toutes petites fissures dans des matériaux compactés qu'on a ici sur le chemin, des fissures un peu plus grandes sur certains autres endroits. On a balayé là de part et d'autre pour mettre ces fissures en évidence. Donc, on a carté tous ces éléments-là. On a évidemment fait notre travail avec de la topographie haute résolution qui permet, donc vous avez un scanner terrestre ici qui permet de faire des mesures avec une résolution qui est inférieure au centimètre pour avoir vraiment l'ensemble des déplacements. Donc, vous avez ici la rupture que je vous montrais tout à l'heure sur la route qui est cartographiée, là, avec les valeurs de couleurs qui correspondent
aux différences d'altitude, on va dire, en termes de millimètres, hein, les altitudes mesurées de part et d'autre. Ça nous permet après de tracer des profils topographiques et de suivre de proche en proche. Comme vous l'avez là, vous voyez, vous avez une dizaine de centimètres ici, hein, on a 5 centimètres de déplacement, de soulèvement ici. Bon, voilà le genre de travail qu'on fait. Alors là, dans la forêt, la plus belle de toutes les ruptures, sous les feuilles, on a dégagé les feuilles, on se doutait qu'il y avait quelque chose dessous, elle est à l'extrémité sud-est ici, et effectivement, là aussi, la rupture arrive en surface. Voilà la faille en grattant un petit peu, qui est arrivée en surface et qui a provoqué ce bourrelet que vous voyez là, que vous voyez ici, modélisé, donc ce bourrelet d'une quinzaine de centimètres, encore une fois en surface. Donc tous ces éléments-là sont des choses que nous, on utilise après pour comprendre comment la rupture s'est disposée sur le terrain, quelle est sa relation avec les failles existantes, etc., etc. Bon, on est arrivé à la première description d'une rupture de surface complète en France métropolitaine. C'est quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant. On avait pour quelques séismes, en particulier celui des Pagny, des indices de rupture à certains endroits, mais ce n'était pas très, très clair. Là, on a vraiment pu mettre en évidence que sur à peu près 4,5 km de long, on a une vingtaine d'indices de rupture, dont 5 qui sont les très beaux indices dont je viens de vous en montrer 2 qui sont absolument indubitables. Alors, la région, elle avait déjà subi des tremblements de terre. C'est pas, même si c'était il y a longtemps, les tremblements de terre sont quand même connus dans la région. Le 8 août 73, en particulier, il y a eu, le 8 août 1873, pardon, il y a eu le tremblement de terre le plus fort connu sur la zone. On a estimé sa magnitude d'énergie à 4,1. Il s'est produit près de Châteauneuf-du-Rhône et de Viviers. Il a entraîné là aussi des dégâts relativement importants. Hein. Vous voyez des dessins de l'époque avec des confortements. Alors vous avez des récits qui ont été retrouvés par les historiens où on vous dit que la montagne de Navon, qui est tout près de Châteauneuf, entre Châteauneuf et Donzère, se serait fendue lors des secousses. Alors, ce n'est pas un coup de l'épée de Roland, mais c'est très probablement que les habitants ont vu des fissures dans la montagne analogues à celles que nous, on a pu voir sur le terrain. Donc, peut-être un tremblement de terre dont la rupture avait aussi atteint la surface à cette époque-là. En 1934 aussi, vous avez une image ici tout à fait sympathique, il faisait beau, après le 19 mai 1934, donc l'instituteur, il a préféré faire cours dehors, parce que probablement une partie de l'école devait s'être effondrée, un tremblement de terre de magnitude 3,5, donc pas fort, mais qui avait dû provoquer certainement des dégâts dans l'école et qui a été étudié par la suite et considéré comme un des séismes importants sur la zone. Alors, quelques mots sur la géologie du tremblement de terre, parce que là, on a des éléments très intéressants. Il se trouve que le séisme, donc vous voyez l'épicentre localisé ici sur la carte géologique de France, s'est produit dans une zone qui est très, très bien connue des géologues, qui est étudiée depuis très longtemps. Donc, vous avez la Camargue, ici, la vallée du Rhône que vous avez là, et puis toute la zone qu'on appelle le bassin du Sud-Est, hein, avec les Diois, Baronnie, la zone du Mont Ventoux qui arrive ici, et puis la bordure sud-est du Massif central qui est limitée, enfin, qui correspond à la grande zone de faille des Cévennes, qui court depuis Montpellier ici jusqu'à Valence un petit peu au nord, et qui limite le Massif central, la bordure sud-est du Massif central, de la vallée du Rhône et du bassin du sud-est. Alors, Christophe. Comment ? 5 minutes, Christophe. D'accord. Bon, une géologique ici, avec les grands blocs basculés, etc. Et ce qu'on a pu montrer, donc voilà les failles, l'arrivée de ces grandes failles géologiques sur le terrain. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a une inversion de ces failles qui sont des failles qui ont fonctionné comme failles normales depuis l'ère secondaire. Et ces failles normales, elles sont en train de s'inverser ici, maintenant. La faille de la Rouvière que vous avez là, elle a fonctionné en faille inverse avec le soulèvement du bloc que vous avez ici au nord. Alors, ces phénomènes d'inversion, on les connaît. Hein, si vous êtes allé à Bourdoisan, vous avez vu ça dans les Alpes. Mais c'est quand même la première fois qu'on voit une inversion de faille en direct.
Alors, je termine sur la question des enjeux dans cette zone-là. C'est important, évidemment. On a les 2 centrales nucléaires de Cruas et du Tricastin. Les normes de sécurité pour ces centrales n'ont pas été dépassées lors du tremblement de terre. Malgré tout, ça intéresse évidemment beaucoup EDF, qui ne craint pas tant pour ses réacteurs, parce que les réacteurs sont largement dimensionnés pour encaisser ce type de tremblement de terre, y compris juste sous les réacteurs. Là, on était à une quinzaine de kilomètres. Mais ce qui est étudié, ce sont tous les éléments annexes des centrales, en particulier les systèmes de refroidissement, c'est-à-dire comment un tremblement de terre comme celui-là se produisant juste sous la centrale pourrait impacter, encore une fois, non pas les réacteurs, mais les systèmes de refroidissement. Dernier élément, vous voyez, on est le 14 novembre, et des journaux titrent « Et si le séisme de Montélimar était d'origine humaine ?» Alors ça, c'est le gros problème de l'information des populations et de la science. La science demande du temps et l'information doit aller très très vite. Donc il y a toute une polémique qui s'en est suivie. C'est une question qui est travaillée à l'heure actuelle. Près de ce système de faille, le système de faille de la Rouvière est ici. Vous avez cette énorme carrière ici qui enlève du matériel, et effectivement, il y a une hypothèse qui est étudiée très sérieusement à l'heure actuelle par les scientifiques. Vous avez ici une coupe de la faille qui passe sous la carrière, et vous comprenez facilement que si on enlève du matériel en surface, eh bien, on diminue le poids des roches qui appuient sur la faille. Par conséquent, les contraintes horizontales peuvent dominer le poids des roches appuyant sur la faille et activer cette faille, en particulier en faille inverse, ce que l'on a effectivement eu dans le cas du séisme du Teil. Donc c'est quelque chose qui est étudié. Il y avait quand même un point d'interrogation sur l'article, mais beaucoup de gens ont complètement zappé le point d'interrogation et sont partis sur l'idée que le tremblement de terre du Teil était d'origine humaine. C'est un travail qui est en train de se faire. Il va nécessiter peut-être plusieurs années avant d'arriver à quelque chose qui soit tout à fait démontré dans un sens ou dans un autre. Voilà, si vous êtes intéressé par en savoir plus, eh bien, on a fait 2 articles aux revues, 2 articles grand public, aux revues de la recherche d'une part et pour la science de l'autre. Je donnerai les PDF à Jean-Luc qui pourra vous les fournir si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fini.